Bonjour, je suis Guillaume Legrand, créateur et directeur de l'enseigne Correspa. Bienvenue sur mon podcast consacré aux personal trainers et coachs sportifs qui désirent entreprendre dans le fitness avec succès, se développer sereinement, performer durablement et vivre confortablement de leur passion. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet Correspa Academy. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à chacune, bonjour à chacun. On se retrouve aujourd'hui pour une formation sur être et se rendre remarquable et principalement grâce au digital. C'est parti. En intro, ce que je partage à longueur de temps, c'est que je suis certain que l'humain doit être au cœur de tout. Et pourquoi l'humain doit être au cœur de tout ? Parce que, à mon sens, la stratégie ne peut durer et il faut viser du long terme que si on développe une offre qui attire les acheteurs. Ça paraît simple, mais il faut toujours aller vers l'utilité, l'usage, l'expérience. La deuxième stratégie, c'est toujours créer un modèle économique qui permet de gagner de l'argent. On n'est pas dans un but non lucratif avec cette offre. Donc l'objectif, c'est de baisser, de maîtriser les coûts pour l'entreprise et vendre au prix juste. Et la troisième stratégie pour réussir et durer pour une entreprise, c'est de motiver les gens qui travaillent dans votre entreprise. Ça paraît logique également, mais c'est cette proposition humaine qui doit être motivante. Donc en introduction, j'insiste beaucoup sur cette stratégie d'avoir une offre, d'avoir un modèle économique et d'avoir des personnes motivées pour travailler. Vous allez me dire, mais quel est le lien avec notre sommaire, avec notre formation ? On va voir en fait trois grandes étapes. La première qui va être se connaître pour exceller. Il faut d'abord se connaître soi-même. Dans un deuxième temps, on verra découvrir votre zone de génie. Et dans un dernier temps, on va voir ensemble construire son fameux personal branding. Vous êtes prêts ? C'est parti. Donc on va commencer par le premier qu'on vient de dire, c'est se connaître pour exceller. Qu'est-ce que ça veut dire se connaître ? On n'oublie pas qu'on est dans un monde où il y a des interactions humaines qui façonnent ce succès. C'est bien cet ensemble d'interactions qui vous permet d'aller vers le succès, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. C'est souvent ces rencontres qu'on aime et qui nous font évoluer. Donc il faut trouver un équilibre entre le savoir-faire et le savoir-être, donc sur les compétences et sur les qualités. Et c'est ça qui vous permet de viser l'excellence. Donc l'objectif, c'est de reconnaître et de valoriser ses compétences, d'accord ? Et pour moi, c'est essentiel de les connaître, de savoir, encore une fois, les reconnaître et les valoriser. Mais c'est tout un savoir-faire, un savoir-être qu'il faut développer, et c'est ça qui est difficile puisqu'elle va se fixer au niveau de la relation, d'accord ? Des compétences, ça s'apprend, du savoir-être, c'est plutôt ça se vit, et on va voir qu'on va apprendre au fur et à mesure. Il faut accepter d'aller progressivement en avançant pour mieux se connaître et voir comment réagir dans tel ou tel type de circonstances. Donc c'est un équilibre qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller choisir. Et cet équilibre, vous allez voir, c'est tout un chemin, c'est toute une histoire. Et des fois, c'est l'histoire qui est intéressante à vivre et non pas que le succès ou le résultat qui est tout à la fin. Donc je vous interroge et je vous conseille vraiment d'aller chercher vos forces et vos faiblesses. Et ce travail est à faire très régulièrement puisqu'on évolue tous et on évolue tous avec une société qui bouge et donc les forces et les faiblesses évoluent également. Donc ça, c'est valable que vous soyez en solopreneur ou entrepreneur, quelle que soit la taille, si on parle à des coachs sportifs indépendants ou on parle à des responsables de club, des managers de club, qu'importe votre situation, c'est valable pour les deux. La grande première partie, ça va être les compétences, le savoir-faire, là où on peut se former, apprendre. Les résultats qu'on cherche et que l'on désire sont dans les actions que l'on évite de faire. Je me répète, très souvent, les résultats que l'on cherche, que l'on désire, sont dans les actions que l'on évite de faire. D'accord ? Donc si on se pose la question, quelles sont les actions qu'on évite de faire, vous aurez peut-être la réponse sur quelles compétences il faut se former. Et c'est la question concrète que je vous pose. Quelles sont aujourd'hui les deux compétences et les deux actions qui sont en dehors de votre zone de confort
que vous devez développer. Si vous savez répondre à ça, vos 2 compétences et vos 2 actions, il y a de grandes chances que vous allez savoir comment faire pour augmenter par exemple votre nombre de clients ou votre panier moyen. Je vous conseille de prendre des notes, c'est ma première question, vous allez voir que ça va vous bousculer sur certaines questions clés qui vous permettent d'évoluer vous-même. Donc là, c'était des questions sur les compétences. On avance, après les compétences, il y a très souvent les croyances limitantes qui peuvent être des peurs. D'accord? Donc ça, ces croyances limitantes, en fait, ça s'exprime par certains facteurs, mais par contre, elles ont tous la même origine. L'origine, c'est la volonté de notre cerveau de se protéger, d'accord? Parce qu'on veut se protéger quoi? D'une douleur. Et donc, naturellement, s'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, on va vouloir se le cacher, ne pas forcément avancer. Donc, il faut partir du principe que c'est naturel d'avoir des croyances limitantes, d'avoir des peurs, et c'est aussi naturel que le cerveau, l'être humain, se protège. Ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les déclencheurs. Les déclencheurs, on les retrouve très souvent sur la peur, beaucoup de peur qui existent, sur le syndrome de l'imposteur, d'accord? Pourquoi je suis capable de dire ça alors que peut-être que je m'y connais pas assez par rapport à quelqu'un d'autre? Et par rapport aux expériences passées, il faut pas être psy, mais d'aller chercher un peu plus dans son passé pour voir pourquoi on n'arrive pas à dépasser ces fameuses peurs ou croyances limitantes. D'accord? Donc on part du principe que c'est naturel, il faut connaître les origines, et les origines on les trouve souvent sur la peur, syndrome de l'imposteur et expérience passée. Je vous donne quelques exemples, vous allez peut-être vous y retrouver dans une de ces exemples, c'est le fameux « j'en suis pas capable ». D'accord? Je ne suis pas capable de gérer tel ou tel projet. Le deuxième, ça peut être je n'ai pas assez de temps. Et ça, on en connaît pas mal, j'ai pas assez de temps pour me consacrer à mon développement personnel, par exemple. Je n'ai pas suffisamment d'expérience. Ça existe également. J'ai pas suffisamment d'expérience pour effectuer ce changement dans ma carrière, et donc j'ose pas passer à l'étape suivante de changer de style de vie. Je n'ai pas assez d'argent, on l'entend également. J'ai pas assez d'argent pour profiter de la vie. Je ne serai jamais partie des meilleurs. D'accord? On sera toujours, pourtant, si ça vous rassure, être toujours un meilleur que vous et quelqu'un qui est en dessous de vous. Je serai jamais un bon leader. C'est également des questions ou des interrogations, des facteurs limitants qu'on peut se poser. Ce que je vous propose, et je vous interpelle de vous mettre en question, maintenant qu'on sait que c'est naturel et on sait qu'on en a tous, c'est quelles sont aujourd'hui mes 2 peurs qui m'empêchent de passer à l'action. D'accord? Posez-vous cette question aujourd'hui, encore une fois, papier et crayon, et vous prenez le temps d'écrire quelles sont mes 2 peurs qui m'empêchent de passer à l'action. Et une fois que vous avez répondu à ces 2 questions, posez-vous également la question, comment puis-je surmonter cette peur? Parce que si vous savez comment la surmonter, naturellement, ça ne deviendra plus des croyances limitantes et vous serez capable de passer à l'action. Surmonter ces peurs, c'est vraiment un chemin vers, on va dire, une libération personnelle. C'est un travail de développement de soi, de développement personnel et également professionnel. C'est lié, intimement lié, les 2 sont intimement liés. Et donc, c'est un processus qui commence par cette fameuse, souvent le mot qu'on donne, c'est l'introspection. D'accord? Donc, on parle de développement personnel, mais quand vous êtes entrepreneur, solopreneur, vous êtes obligé de travailler sur vous-même pour pouvoir faire grandir votre entreprise, faire grandir les autres. Et ça, c'est une étape. Il y a plusieurs étapes que je vous conseille de mettre en place et un processus qui vous permet d'avancer. La première étape, en fait, consiste à identifier vos croyances, d'accord? À déchiffrer les pensées qui alimentent vos peurs. Si vous savez déjà les identifier, c'est déjà une bonne chose. La deuxième, c'est s'interroger sur l'exactitude de ces pensées. C'est pas parce que vous le répétez depuis des années que c'est vrai, d'accord? Donc, souvent, vous découvrirez qu'en fait, ces pensées ne reflètent pas forcément la réalité. Et donc ça peut rassurer. Et il y a des personnes qui peuvent être votre propre miroir pour vous le faire refléter, pour vous montrer que ce que vous avez en tête, c'est pas forcément la réalité des choses. Troisième étape dans ce processus, c'est s'armer d'affirmations positives. Parce que plus vous serez dans l'aspect positif, plus vous allez vous modeler vers un dialogue pour vous parler à vous-même qui va être sur un socle vraiment optimiste et j'allais dire même de confiance. Et donc vous allez gagner confiance également en vous. Si vous avez déjà gagné en confiance en vous, tant mieux. Ça va même, entre guillemets, vous aller dans le bon sens et vous renforcer cette confiance. Et la quatrième étape de ce processus,
c'est par rapport à des défis qui peuvent exister, ne pas baisser les bras. Donc là, on parle de résilience, d'accord? Chaque pas, d'accord, même s'il est timide ce pas, même s'il est pas vraiment, tout d'un coup il va transformer votre vie, n'empêche que c'est une petite victoire sur vos peurs. Et cette petite victoire sur vos peurs, bah, ça vous permet d'être de plus en plus épanoui. Donc voilà un petit peu les questions que je vous ai conseillées. Quelles sont mes deux peurs? Comment je peux les surmonter? Et surtout se dire que c'est un processus qui est normal. Et donc je vous ai donné les 4 petites étapes, 4 tips qui vous permettent de vraiment avancer dans ce processus pour s'améliorer, pour mieux se connaître. Autre élément qui permet de vous connaître, cette fois-ci, on va parler des fameuses qualités. Donc on était sur les compétences, d'accord, savoir-faire qui s'apprend. On va être sur les qualités, sur le savoir-être. Ça s'apprend, mais c'est plus difficile puisque c'est ancré également en nous. Et donc ça, ici, on est sur le savoir-être, je vous apprends rien, c'est tellement sur un ensemble de relations interpersonnelles, on n'arrête pas de voir beaucoup de personnes dans notre société, que ce soit des clients, des collègues, des collaborateurs, des managers, des amis, votre conjoint, que l'objectif, c'est de maîtriser une certaine partie de compétences techniques, mais la compétence technique, c'est que la moitié de l'équation qu'il faut résoudre. Vous le savez très bien, vous avez beau connaître comment on peut s'exprimer et des petits trucs et astuces, des attitudes, etc. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une capacité à interagir, je vais dire, de manière assez harmonieuse. Et donc ça, vous le voyez avec qui vous avez envie de prendre un café, avec qui vous aimez parler. C'est pas que des personnes, c'est surtout pas des personnes qui ont dans leur tête des manières techniques pour pouvoir arriver à leur fin ou alors pour s'exprimer avec eux. À un moment, c'est naturel. À un moment, c'est fluide. Et c'est ça qu'il va falloir essayer de chercher. Il y a un outil qui existe, donc là l'objectif c'est certainement pas de faire une formation sur l'outil DISC, puisque je ne suis pas du tout habilité là-dessus, même si j'ai été formé moi-même, mais je vous conseille d'aller chercher des formations de ce style-là, qui vous permet de mieux vous connaître. Et en ce sens-là, pour moi, c'est un allié précieux, cet outil-là. C'est l'idée d'avoir une meilleure connaissance de soi, et donc de mieux connaître vos interactions, en fait, comment vous allez vous y prendre. Si vous savez votre type de personnalité, ce sera plus facile, et vous connaissez même les types de personnalité que la personne qui est en face de vous, ça va fluidifier vos échanges. Donc ça, c'est vraiment un guide pour avoir aussi une ouverture d'esprit, une adaptabilité, une efficacité relationnelle. C'est ça qu'il faut aller chercher, et cette efficacité relationnelle, ça se travaille aussi. Il y a une partie d'inné, d'acquis, et une partie qui se travaille. Surtout l'outil DISC, ne vous fiez pas à vous dire je suis catalogué comme ça, je rentre que dans cette case. Nous sommes des humains, nous sommes nettement plus complexes que ça, mais par contre c'est intéressant de voir quel type de tendance vous avez. Donc ça c'est hyper intéressant dans ces relations humaines pour mieux se connaître et mieux connaître les autres. Donc là, de manière très simple, mais encore une fois, faites une formation pour aller nettement plus loin. Essayez de savoir quel type de couleur vous êtes, quel type de tendance vous êtes. Et pour ça, dans le petit outil que vous pouvez voir, c'est également vous dire quels sont les 3 qualificatifs qui vous correspondent le mieux pour pouvoir vous dire je suis un peu plus rouge, donc je suis un peu plus vif, efficace, direct, fonceur, décidé, direct, indépendant. Je suis plutôt bleu, donc sur la conformité. Donc dans ces cas-là, vous aurez des qualificatifs comme précis, rigoureux, prudent, structuré, réfléchi, objectif, critique. Vous pouvez également être vert, donc plutôt chercher l'harmonie. Dans ces cas-là, les qualificatifs sont plutôt patient, doux, méthodique, posé, à l'écoute, tolérant, stable. Et le 4e interface qui est plutôt les jaunes, donc plutôt l'aspect plaisir, c'est des qualificatifs plutôt de plaisir, sociable, loquace, enthousiaste, influent, animé, inspiré. Alors sachez bien entendu qu'on a tous ces qualificatifs-là. Ce qu'il faut aller chercher, c'est la tendance. Et dans la tendance, on n'est pas que dans les 4 grands paramètres que je viens de vous donner. On est également sur des ajustements entre les couleurs. On peut être plutôt type organisant, donc on est entre bleu et rouge. On peut être rouge complet, là on est vraiment directif. On peut être du rouge à jaune, dans ces cas-là on est pro-émouvant. On peut être jaune, donc là c'est vraiment expansif. On peut être jaune et vert, facilitant. On peut être vert, coopératif. On peut être bleu et vert, donc là, on va être plutôt coordonnant, et on peut être les bleus normatifs. Hyper intéressant.
de se connaître et de connaître les autres. Donc à vous essayer de trouver quelle est la couleur qui vous représente, mais si vous voulez aller plus loin, essayez de savoir quelle est la couleur qui représente également votre équipe, si vous travaillez en équipe, qui permet d'être en équipe, de savoir mieux s'entendre, se parler. Mais ce qui est intéressant dans une équipe, c'est qu'il faut avoir un peu tout type de couleurs, puisque vous aurez tout type de personnalité, et c'est intéressant de travailler avec des personnalités différentes par rapport à un projet. Se connaître pour exceller, vous pouvez également vous identifier sur 4 types de compétences clés qu'il faut avoir dans une équipe. Alors les 4 types de compétences, vous avez les compétences qui sont managériales, donc ça va correspondre à l'organisation, le pilotage, le coaching. Vous avez les compétences qui vont être plutôt relationnelles, là on va retrouver plutôt la sociabilité, l'apport de soutien, l'humour, l'observation. On va avoir un troisième un grand palier qui va être les compétences opérationnelles. Donc là, on va être sur le perfectionnisme, souvent sur l'analyse, sur la coordination, sur la patience. Et enfin, le dernier qu'on trouve dans les équipes, c'est les compétences créatives, où là, on voit bien sûr la créativité, l'esprit de synthèse et l'esprit également de contradiction. Donc ça, c'est les 4 grandes compétences qui existent souvent dans une équipe. Si vous avez la chance d'être plusieurs, c'est la chance justement d'avoir une composante et plusieurs membres dans une équipe. Et posez-vous la question, est-ce qu'il vous manque certains types de compétences dans votre équipe? Et donc là, pour les personnes qui sont solopreneurs, sachez que équipe, c'est à prendre au sens large, parce que vous avez également des prestataires. Et donc si vous êtes seul, c'est une aussi des limites que vous avez par rapport à la force d'une entreprise, où là, vous êtes plus nombreux. Là, un petit peu, les 4 grandes tendances. Ce que je peux vous partager, c'est que les membres de l'équipe doivent être capables de travailler ensemble. Je vous apprends rien. Donc, il faut qu'ils sachent prendre leurs propres décisions et avancer sans que le manager dise à chacun ce qu'il doit faire. Il n'y a rien de plus horrible. L'objectif, c'est de donner l'objectif final. Par contre, la manière d'y arriver et l'idée de travailler en autonomie est hyper important. Et la personne doit se sentir libre à cet endroit-là. Une bonne équipe est capable de se fixer de nouveaux objectifs. N'oubliez pas, c'est pas le leader qui fonctionne à chaque fois avec des objectifs lui-même à donner et lui-même à donner des deadlines. C'est vraiment à l'équipe de savoir le faire. Et on le voit d'ailleurs quand un leader est absent, si ça fonctionne bien, c'est que c'est plutôt bon signe. La liberté de parole également, c'est quelque chose qui est hyper important dans l'équipe. C'est un indicateur important de performance dans une équipe. Donc, essayez de bien regarder ceux qui travaillent en équipe. Est-ce que cette liberté de parole est totale? Troisième, il est parfois difficile de travailler avec certaines personnes tout simplement car nous sommes différents. Et ça, je vous apprends rien. Il y a des personnes, c'est plus difficile de se faire comprendre. C'est pas forcément qu'on n'apprécie pas. C'est la relation. Est-ce que c'est facile à se faire comprendre? Est-ce qu'on comprend et est-ce qu'on accepte ce que l'autre dit également? Mais en même temps, pour avancer et être performant, c'est intéressant d'avoir tout type de personnalité parce que souvent nos clients, ils ont tout type de personnalité également. Avec des profils différents, il y a des tensions qui peuvent avoir lieu et c'est tout à fait normal. Il faut les accepter et essayer de canaliser ces différentes énergies vers une construction positive. C'est pour ça que ceux qui me connaissent, je parle très souvent de vision. Quel est le cap? Quel est l'objectif? Quelle est la chose qui nous rassemble? Parce qu'on n'a pas les mêmes missions avec des postes différents. On n'a pas les mêmes personnalités. Par contre, l'objectif tout à la fin est le même. Et c'est ça qui doit nous rassembler. Donc posez-vous la question, quelles compétences manque-t-il à mon équipe? C'est quelque chose qui va pouvoir vous faire avancer. Toujours dans se connaître et exceller, j'aime bien vous parler de mission personnelle. Écrire sa mission personnelle, comme je dis, c'est très très personnel et moi je l'ai écrit, donc c'est valable à un moment très précis. C'est ce que vous voulez être, donc votre caractère, et ce que vous voulez faire. Les actions et les projets à réaliser. D'accord? Donc, je me répète, ce que l'on veut être et ce que l'on veut faire. La partie caractère, la partie action. Et en plus de ça, on va rajouter les valeurs et les principes sur lesquels on va se baser pour devenir ce qu'on a envie d'être et de réaliser ces actions. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important, très personnel, mais ça vous permet de voir si vous êtes aussi authentique par rapport à ce que vous faites. Je vais vous donner très concrètement ma mission personnelle en 10 axes que j'ai écrits et sur lesquels vraiment je m'engage. Ma première, c'est ma priorité de succès. Je m'engage d'abord et je cherche
d'abord le succès bizarrement personnel, hein, ça va peut-être choquer certains, et notamment avec mon conjoint, ma femme, bien sûr ma famille, avec mes 4 enfants, et mes amis. Donc ça, c'est vraiment mon ordre de priorité. Pour ensuite, écoutez bien, c'est le transposer dans ma sphère professionnelle. Donc personnel et professionnel sont vraiment liés. Pour moi, c'est le personnel qui est le plus important. On y trouve très souvent également que c'est plus facile de réussir sa vie professionnelle que personnelle. C'est pour ça que je mets l'aspect personnel en numéro 1. Et vous voyez qu'il y a un ordre très concret, conjoint, famille, amis. Et après, je mets l'aspect professionnel. C'est pas pour autant que je suis pas passionné au niveau professionnel. Je suis très passionné. Mais par contre, je mets tout de suite ma priorité dans le mot succès. Pour moi, le succès n'est pas lié uniquement et simplement à une réussite de chiffre d'affaires dans mon milieu professionnel. Par exemple, ce n'est pas du tout le cas, même si on voit sur les réseaux sociaux que c'est souvent ça le critère numéro 1. Je n'ai pas dit que le chiffre d'affaires n'était pas important. Donc là un petit peu ma première chose dans ma mission personnelle, c'est la priorité de succès personnel et professionnel. Le deuxième, c'est la priorisation du temps sur l'argent. Je m'explique, je m'engage à valoriser mon temps plus que mes gains financiers. D'accord ? Donc l'idée, c'est de reconnaître quels sont les moments passés avec mes proches sur le développement personnel, donc vraiment la notion de plaisir, en contribuant à des causes qui me tiennent à cœur. D'accord ? Donc c'est ça qui m'intéresse vraiment, c'est vraiment le temps plus que l'argent, et encore une fois, on mélange l'aspect personnel en premier et professionnel en second. En troisième, j'appelle ça le leadership empathique, c'est je m'engage à diriger avec empathie et compréhension, et c'est pas facile tous les jours, en me mettant à la place des autres pour améliorer le bien-être collectif et individuel. Vous voyez que chaque mot est vraiment soigneusement choisi, et j'ai pas dit que j'y arrive à chaque fois, hein, mais c'est ça quand que je veux tendre, que je veux aller, je me dis ma mission à moi, Guillaume, c'est celle-ci dans ma vie et c'est mes priorités à mettre en place. Le quatrième engagement que je prends, c'est l'intégrité et l'écoute active. Encore une fois, c'est pas évident et je sais que le numéro 3 et 4 chez moi, c'est ce que je dois travailler actuellement. Je m'engage à ne jamais compromettre mon honnêteté, donc ça c'est hyper important à mon sens, faisant l'intégrité le pilier de ma crédibilité et de ma confiance. Donc on parle souvent d'authenticité, moi j'aime bien aussi parler d'intégrité. Tout en pratiquant une écoute active, et ça il y a des techniques pour avoir une écoute active, de toutes les parties prenantes, donc ça c'est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture sans juger, je sais que moi c'est une de mes très grosses difficultés, afin de garantir des décisions équilibrées et éclairées. Mais qu'est-ce que ça m'a rendu service, et j'ai beaucoup d'expérience et beaucoup de, pas d'expérience, mais d'exemples typiques que j'ai en tête, et entre guillemets les solutions m'ont été apportées par des personnes, et heureusement que j'avais cette écoute active dans lesquelles j'avais pas pensé au tout début. Cinquième, c'est la sagesse collective. Je m'engage à solliciter régulièrement des conseils auprès de mon réseau et aussi un réseau qui va être de la diversité, avoir des perspectives enrichissantes sur mes décisions. Donc ça, c'est quelque chose, alors ça, j'aime beaucoup, m'entourer de d'autres personnes et d'avoir du réseau différent. Et ça, posez-vous la question, des fois, il suffit simplement changer de réseau pour évoluer. 6e sur 10, ma 6e engagement que je prends, c'est la partie confiance sincère. C'est je m'engage à cultiver une confiance en moi qui est sincère. Parce que souvent on peut se raconter très vite des histoires. Équilibrée par une authentique humilité, donc ça c'est pas tous les jours facile, qui valorise la transparence et la vérité. Donc là il y a que des mots qui sont assez lourds, vous allez me dire mais c'est l'idéal. Oui, l'objectif c'est de tendre vers l'idéal une fois dessus, et c'est le moment de le dire, je suis très humble, je n'y arrive pas du tout tous les jours. 7e étape, c'est la croissance continue. Je m'engage à développer chaque année une nouvelle compétence ou alors à relever un défi, des fois je fais les deux, qui poursuit mon développement personnel et professionnel. Donc ça, j'ai plein d'exemples, hein. Ça peut être même faire un marathon. J'ai fait un marathon, je ne savais pas du tout si j'allais être capable de le faire. Des nouvelles compétences, tout d'un coup, allez, hop, il y a cette partie-là qui m'intéresse et je ne sais pas le faire, j'ai envie de l'apprendre. Et donc ça, c'est hyper intéressant d'avoir des défis pro et perso. La dernière fois, j'avais le défi, j'étais jamais fait une montée, une ascension en montagne. Eh ben, on a pris un col, on a bloqué une date. L'objectif, c'est de le faire et de l'agir. Ça vous permet à chaque fois de dépasser votre zone de confort, d'être naturellement dans l'aspect défi. Et quand vous l'avez au niveau personnel, vous l'avez très facilement au niveau professionnel et inversement. Avant-dernière action, c'est l'action déterminée.
je m'engage à passer à l'action avec détermination et à convertir mes plans en résultats tangibles. Et ça, j'insiste vraiment, c'est l'idée également d'éviter la procrastination. Donc ça, j'aime cette neuvième, c'est ce qui est quelque chose qui est facile pour moi, c'est passer massivement à l'action, d'être déterminé. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir des résultats tangibles, comme ça, on voit les choses qui changent ou pas. Donc ça, il y en a qui sont, je sais que c'est des fois plus difficile pour certains. J'ai des forces, j'ai des faiblesses. Cette partie-là, moi, c'est ce que j'aime. Et la 10e, c'est l'optimisme et l'humour. Je m'engage à maintenir une attitude positive, simple, tout en gardant le sens de l'humour, même face aux défis. Donc ça, c'est l'objectif, c'est d'arriver également, d'alléger les tensions qu'il peut avoir et d'encourager un environnement qui est plaisant, où on est bien. Voilà un petit peu mes différentes priorités. Donc sur les 10, je ne sais pas si vous avez capté aussi des notions différentes, mais sur les 10, le premier c'était en lien avec ma famille, le deuxième c'était aussi avec mes priorités, je vais le dire différemment. Dans les 10 que j'ai sortis, j'ai une priorité par rapport à des axes. La première, vous l'avez compris, c'est la famille. Le deuxième, c'est mon conjoint. Après, troisième, c'est moi-même. Après, c'est mes amis. Après, c'est le temps. Après, c'est le plaisir. Après, c'est le travail. Après, c'est l'argent. Après, c'est la possession. Et la 10e, c'est la religion, spiritualité. Donc là, un petit peu, ce qui est intéressant, quand vous avez fait ce travail du jeu et vous vous engagez et vous avez un ordre de priorité, c'est nettement plus facile après pour avancer, prendre des bonnes décisions. Et c'est aussi plus facile de se rendre visible de manière authentique et que les personnes nous connaissent mieux. J'aime bien, avant de passer à la deuxième étape, finir par cette citation. Je partage un élément essentiel qui m'a marqué et que je compte mettre en action. Donc ça, c'est ce que je vous conseille. C'est ce que je vous conseille dès maintenant, là, ceux qui m'écoutent, ceux qui me regardent. Si vous êtes là aujourd'hui, je termine par cette phrase, cette grande première partie. Posez-vous la question: quel élément essentiel qui m'a marqué dans ce que je viens de vous transmettre et que je compte mettre en action dès aujourd'hui? On a fini la première partie, on va ouvrir la deuxième partie. Et la deuxième partie, c'est découvrir votre zone de génie. Donc découvrir votre zone de génie, donc pour ça je vous propose en fait 5 étapes. Trouver sa zone de génie, vous verrez, c'est pas si évident que ça, et c'est une quête, c'est un objectif pour vous tant personnel que professionnel. Vous voyez, on est beaucoup axé mindset et beaucoup développement personnel. Et pour moi, elle est essentielle si vous voulez vous épanouir dans votre vie ou dans votre carrière, je veux dire dans votre vie globale, puisque la carrière fait partie de votre vie également. Découvrir votre zone de génie, en fait, c'est plus un voyage, c'est plus des étapes qui vont y arriver et pas forcément la destination. Et j'ai appris récemment, en tout cas je prends le plaisir d'apprendre qu'au début je vous visais le succès, la fin, entre guillemets, le résultat, la destination, à quoi arriver. Et de plus en plus, je prends beaucoup de plaisir de comment j'y arrive, quelle est l'aventure qu'on vit, quelle est l'histoire, quel est le voyage. Et ça, ce temps-là, il est aussi important à mon sens que le résultat qui est obtenu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de relations qui sont dedans et il y a beaucoup de connaissances de soi-même pour y arriver. Donc, il faut prendre le temps. Le temps d'explorer ces zones de génie, ces différents critères, ces différents talents qu'on peut avoir, de les tester. Il faut prendre ce temps-là aussi de les tester. Et il faut prendre le temps après de les ajuster. La zone de génie, moi j'appelle ça la sphère d'activité où vous excellez naturellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effort pour vous. Donc c'est une aisance très facile pour vous et c'est également une passion. Donc pas d'effort, passion et c'est facile pour vous. C'est quand même génial de travailler dans ce domaine-là. Et c'est ce qu'il va falloir essayer de travailler et chercher. Comment on fait ? 5 étapes pour la découvrir. La première étape, c'est l'auto-évaluation. C'est commencer par vous poser des questions profondes, donc encore une fois développement personnel. Quelle activité vous font perdre la notion du temps ? Ça veut dire que globalement, quand vous regardez pas le temps passer, c'est que globalement, ça vous passionne. Franchement, ça passe très très vite. Quels sont les moments où vous vous sentez avec le plus d'énergie et quand vous êtes le plus satisfait ? Donc ça va vous donner également un ordre d'idée à quel moment et pour trouver petit à petit qu'est-ce que vous avez fait à ces moments-là. Deuxième étape, c'est avoir des feedbacks externes, avoir des retours de personnes externes. Solliciter
de la part de collègues, d'amis, de mentors, vos points forts. Ça, c'est important. Et les moments où ils vous voient le plus briller. Donc, c'est des questions qu'il faut poser aux autres. La première chose, on l'a dit, première étape, c'était soi-même. La deuxième, ça vient des autres pour qu'ils puissent nous guider. Troisième, c'est qu'on va identifier les compétences et les passions. Donc là, on vient sur une liste, on vient vraiment avec un papier crayon. On va lister les compétences, faire une liste de toutes vos compétences, y compris celles que vous considérez comme mineures. Parce que peut-être que vous les considérez comme mineures, mais peut-être que c'est celle-là votre zone de génie. Parce que pour quelqu'un d'autre, ça peut être majeur et ça peut être juste énorme parce que les autres ne savent pas le faire. Mais pour vous, peut-être que c'est mineur parce que c'est facile. Déterminez, après les compétences, déterminez vos passions. Identifiez ce qui vous passionne réellement. Même ça semble ne pas être directement lié à votre domaine professionnel, mais regardez, parce que c'est peut-être personnel, mais il y aura peut-être un lien après avec l'aspect professionnel. Et il y a beaucoup de changements de carrière, parce qu'entre guillemets, on découvre dans l'aspect personnel qu'on peut en faire un métier. Quatrième étape, on va analyser et croiser les données qu'on a fait remonter. Donc on va chercher les points communs entre ce que vous aimez faire, vos passions, ce que vous faites bien, vos compétences, et ce pourquoi les autres vous reconnaissent. D'accord, reconnaissent compétents. Donc ça, c'est hyper intéressant d'avoir la croisée de ces choses-là, passion, compétences et reconnaissance des autres. Et l'interaction de ces trois domaines, c'est là où vous allez trouver votre zone de génie. Vous pouvez non seulement être bon, exceller, viser l'excellence, mais aussi trouver une satisfaction profonde. Et c'est normal que vous soyez satisfait parce qu'entre guillemets, vous êtes arrivé à un résultat qui est facile pour vous. Et la cinquième étape, une fois que vous avez fait tous ces éléments-là, vous avez fait l'auto-évaluation, vous avez demandé le feedback, vous avez identifié vos passions et compétences, vous avez analysé les croisements des données, on arrive enfin à l'expérimentation et les ajustements. Une fois que vous avez une idée dans votre zone de génie, comment l'explorer plus activement dans votre travail. C'est-à-dire qu'il faut passer à l'action, il faut passer à l'expérimentation pour voir si dans votre zone de travail, ça fonctionne bien, ou alors soit vos zones de travail, soit dans votre projet perso. Et soyez prêts à ajuster. Votre zone de génie peut évoluer avec le temps, elle évolue sacrément. Restez ouvert au changement et continuez à affiner votre compréhension de vous-même. Donc vous voyez, on est vraiment sur un développement personnel. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager, les 5 étapes de votre zone de génie. Ce que je peux ajouter également, comme souvent on me dit c'est quoi ta zone de génie, là ici je vais vous donner des idées. Des idées, par exemple, si on parle d'un leadership inspirant, c'est la capacité à motiver et inspirer une équipe pour qu'elle atteigne son plein potentiel. D'accord? Créer, et tout ça, comme vous faites, en créant un environnement de travail positif et propice au dépassement de soi. Ça, c'est par exemple une zone de génie très spécifique à des leaders qui sont inspirants. Le deuxième exemple, ça peut être quelqu'un qui va être sur l'innovation. Donc ça va être un flair, un ressenti, on va sentir quelque chose, on va avoir une intuition, donc un flair pour les dernières tendances en matière par exemple de fitness et de bien-être qui permettent d'introduire des programmes qui sont avant-gardistes pour attirer et fidéliser mieux le client. Donc là, on est plutôt sur l'intuition. Troisième idée, par exemple, c'est la maîtrise du marketing digital. Ça peut être une expertise dans l'utilisation des outils digitaux pour promouvoir un club, attirer de nouveaux clients, créer une campagne engagée, voilà, quelque chose de ce style-là. Donc là, on est plutôt sur un exemple d'une expertise très spécifique. On peut être également sur de l'optimisation opérationnelle. Par exemple, c'est quelqu'un qui a un talent pour l'efficacité opérationnelle, qui optimise les processus, les ressources pour améliorer la rentabilité et l'expérience client. Ça, c'est aussi une zone de génie qui peut se trouver. Autre zone, ça peut être l'expertise en coaching personnel, tout simplement. Un talent pour le coaching personnalisé qui permet de développer des programmes sur mesure et qui répondent aux besoins spécifiques de chaque client. Souvent, là ici, vous voyez bien, si vous êtes personnel trainer, ça peut pas être celle-là. Il faut aller au-delà de ça. Tous les coachs sportifs savent faire ça en termes de compétences. Par contre, on va chercher une zone de génie un peu plus loin qui vous permette d'exceller par rapport à tous les coachs sportifs, par exemple. Ça peut être aussi une stratégie de développer des affaires très facilement. Une capacité qui est un peu innée et à identifier et exploiter des nouvelles opportunités de croissance. Ça peut être aussi la création d'une communauté. La capacité à créer une communauté forte, soudée,
autour d'un club, hein, par exemple, qui favorise la relation entre les membres. Ça peut être une expertise dans la nutrition, la santé, ça peut être une expertise dans la gestion du changement. Et dernière idée, ça peut être également une maîtrise dans, par exemple, l'essentiel et l'action. Par exemple, quelqu'un qui se distingue par la capacité à identifier très rapidement ce qui est essentiel et nécessaire et à passer à l'action de manière efficace. Donc voilà un petit peu des idées, d'exemples, de zones de génie. Et donc là, je pose la question, à votre avis, toi qui écoutes ou qui nous regarde, quelle est ta zone de génie une fois que tu as fait l'ensemble de ce travail? De même manière, avant de partir à l'étape numéro 3, je vous pose la question, à votre avis, avec ce que je viens de vous transmettre, quel est l'élément essentiel qui vous a marqué et que vous comptez mettre en action là, tout de suite, maintenant ou dès demain? Posez-vous régulièrement cette question à chaque fois que vous écoutez un podcast, vous regardez une émission, vous partagez une formation, vous partagez qu'est-ce que je retiens d'essentiel et qu'est-ce que je vais mettre dès lundi matin en action. On passe à la troisième étape. Et la troisième étape, on va aller chercher le fameux personal branding. Je dis fameux parce que c'est vraiment à l'heure du jour en ce moment, c'est au goût du jour, on l'entend très souvent. On va essayer de définir ce que c'est et comment faire pour réellement le construire. Alors le personal branding, je suis pas doué en anglais, mais traduisez-le par la marque personnelle, tout simplement. Donc c'est la stratégie qui consiste en fait à promouvoir l'image et l'expertise d'une personne. On va bien sûr parler de vous. Presque de la même manière qu'une entreprise commercialise une marque ou un produit. D'accord, donc ça c'est hyper intéressant. On me pose souvent la question, est-ce qu'un coach sportif doit avoir une marque personnelle, des choses comme ça? Une marque en plus, vous êtes votre propre marque personnelle et en plus, on va ajouter une marque avec un logo, etc. Qu'est-ce que c'est que le personal branding? On peut le définir également d'une autre manière. On va dire que c'est un art de se démarquer et d'attirer les opportunités professionnelles en mettant en avant ses qualités qui sont uniques, ses compétences et sa passion. Donc là, ici, maintenant que c'est dit, maintenant que vous voyez ce que c'est qu'une marque personnelle, le personal branding, il faut maintenant l'écrire et l'annoncer. Et on va voir ensemble comment construire cette marque personnelle. Alors comment construire? On va voir que juste avant de vous donner le moyen très concret de comment, j'aime bien vous donner les raisons de pourquoi s'intéresser au personal branding. Parce qu'il y en a plein qui me disent « Ouais, mais ça me regarde pas, je suis pas touché à ça, ça va pas forcément m'apporter quelque chose. » Je vous ai donné 4 raisons. Je vais vous les donner, 4 raisons pourquoi, à mon sens, il faut absolument travailler ce personal branding. La première, c'est se démarquer. On est dans un marché, je vous l'apprends pas, hyper concurrentiel. Il y en a qui disent saturé, moi je pense pas qu'on soit saturé, avec 5000 clubs, un peu plus de 5000, on va encore les multiplier, on a encore de la place dans les clubs en France, et en nombre de coachs sportifs, ça fait qu'augmenter, il y a encore du potentiel, on n'est même pas à 9% de taux de pénétration dans notre activité où les gens font du sport. Donc on va encore augmenter les clubs et les personnel trainers. Donc l'idée c'est de savoir se démarquer dans ce marché qui est concurrentiel, et avoir une marque personnelle forte permet de sortir du lot, et c'est ce qu'il faut aller chercher. Pour un coach sportif, ça peut signifier être reconnu pour une spécialité, par exemple, unique et novatrice. D'accord? On parle souvent de positionnement, et le personal branding, ça vous permet de mieux vous positionner plus précisément, vous démarquer. La deuxième chose, c'est que cette marque personnelle, deuxième raison qui est intéressante, c'est que ça va vous permettre d'attirer des clients idéaux. Et donc, si vous avez des clients qui correspondent vraiment à votre cible type, vous vous doutez bien que ce sera plus facile à leur vendre et plus facile à les fidéliser. Donc, comment faire? En communiquant clairement qui vous êtes et ce que vous offrez, vous allez naturellement attirer des clients plus facilement qui ont les mêmes valeurs et le même style que vous. C'est crucial pour bâtir une clientèle fidèle et engagée. Et en plus, comme un aimant, plus vous allez attirer, plus vous allez repousser les personnes qui ne vous correspondent pas. Troisième raison, c'est de créer des opportunités. Une marque personnelle qui est bien établie peut ouvrir en fait des portes à des collaborations que vous pensiez même pas, des partenaires et même des invitations à des événements en tant qu'expert dans tel ou tel domaine. Donc ça, c'est hyper intéressant également pour créer ces opportunités. Pour moi, la chance pure et dure n'existe pas. C'est justement à force de travailler de ce style-là où la chance vient également à vous. Dernière raison, c'est de booster la confiance et la crédibilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, une présence
professionnelle qui est solide et cohérente sur les plateformes, notamment en ligne, sur les réseaux sociaux et hors ligne, en présentiel, renforce votre crédibilité et inspire confiance à vos prospects, à vos clients, à votre réseau. Voilà un petit peu les 4 grandes raisons: se démarquer, attirer des clients idéaux, créer des opportunités et booster la confiance et la crédibilité. J'espère que vous êtes sûr de vous maintenant. En tous les cas, je vais pas dire convaincu, mais en tout cas, moi, je suis convaincu qu'il faut le faire. Et pourquoi, si vous êtes salarié, pourquoi il est aussi crucial de le faire même si vous êtes salarié? Alors, je vais vous donner les raisons, mais moi j'en suis sûr, parce qu'en fait, l'équipe contribue à la vision globale de la boîte, et donc nous, la boîte, c'est d'améliorer la qualité de vie de chacun de nos clients à travers un suivi personnalisé et un accompagnement de haute qualité. Donc vous doutez bien que les salariés, j'ai besoin également qu'ils se développent leur propre marque personnelle, qui va pas aller à l'encontre de la marque Correspa, mais par contre qui va être en complément. Et les personnes, vous le savez, dans notre relation, dans notre métier de relation, viennent avant tout pour un coach que réellement le nom du club. Donc les deux sont importants. Et les deux sont importants. Je n'ai pas dit qu'une marque de club n'est pas importante, et elle a son importance, mais le personal branding, et mon sens, est un peu plus important que la marque du club. Les 5 raisons de construire son personal branding en tant que salarié. Je vais parler de croissance professionnelle. Si vous cultivez une marque personnelle forte, les salariés, par exemple, typiquement de Correspa, peuvent accélérer leur développement professionnel. Et ça, c'est hyper intéressant de l'avoir en tête. Ça va permettre, par exemple, de mettre en lumière leurs compétences qui sont uniques. Et donc, le rôle de la boîte, c'est également d'éveiller et de montrer, mettre en valeur ses compétences, l'expertise, la passion. Et plus vous allez faire ça, plus le salarié va permettre également de voir de nouvelles opportunités de carrière, qu'ils soient dans la boîte en interne ou en externe, pourquoi pas des promotions en interne, et surtout également de la reconnaissance par rapport au sein, j'allais dire même du club ou du réseau quand vous êtes dans un réseau de franchise. Deuxième raison, pourquoi c'est intéressant de travailler son personal branding quand vous êtes salarié, c'est ça renforce la confiance par rapport aux clients. Personal branding qui est solide et authentique inspire confiance. Et les clients recherchent des professionnels qui sont crédibles et passionnés par leur métier. Donc en mettant en avant votre expertise, votre engagement, les salariés renforcent la relation de confiance avec les clients. Ce qui est essentiel pour un accompagnement réussi par rapport à vos clients. Troisième raison, pourquoi même quand vous êtes salarié, il faut le bosser, ce personal branding, c'est l'innovation et l'inspiration. Un salarié qui travaille sur son personal branding est souvent à la recherche de nouvelles idées, parce qu'il va à longueur de temps se remettre en question. Il va chercher de nouvelles tendances, il va chercher de nouvelles méthodes pour se démarquer. Et cette quête d'innovation va bénéficier directement, et moi je le vois dans les clubs Correspa, à la marque Correspa en tant que telle, car elle permet de rester à la pointe dans le secteur de la forme, de la santé, du bien-être, et ça permet aussi de le partager aux autres membres de l'équipe. Et donc là, on est vraiment sur un cercle vertueux où à longueur de temps, on s'apporte des choses, on s'appuie sur les qualités et compétences de chacun. Quatrième raison pour les salariés, ça va être la contribution à la marque en tant que telle. Chaque salarié, à travers son personal branding, va contribuer à l'image globale, typiquement de Correspa. Et c'est pour ça que je veux former mes salariés à avoir leur propre marque personnelle. En incarnant et en partageant les valeurs de l'enseigne, les salariés vont renforcer la réputation, par exemple chez nous à Correspa, d'être le leader dans le suivi personnalisé. Et leur succès personnel va permettre d'avoir un succès collectif. Et dernière raison pour le salarié, c'est l'attraction de talent. Donc c'est l'inverse, c'est que le personal branding a un effet, boule de neige, c'est quelque chose qui va s'amplifier en voyant nos salariés à nous s'épanouir. Je pense, j'en ai un salarié, ça fait 17 ans que Correspa existe, ça fait plus de 16 ans qu'il est sur place. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est hyper intéressant. Si la personne reste, c'est qu'il y a des valeurs, c'est qu'il y a un potentiel, c'est qu'on est heureux et qu'on continue à apporter quelque chose. Je pense aussi à un manager de club qui crée son 2e club. Donc là, vous voyez que l'objectif, ça peut inspirer d'autres personnes et l'image qui est renvoyée, ça permet de renvoyer une image d'un réseau qui va être dynamique et de personnes qui vont être passionnées. D'accord, et aussi un réseau qui est une marque qui est en constante évolution.
Donc ça, c'est tous les avantages par rapport au personal branding quand vous êtes salarié. Ok, on a dit les raisons, on a donné même les raisons pour les salariés. Cette fois-ci, je vais vous donner concrètement des conseils, 5 conseils, pour comment construire et améliorer cette image de marque personnelle en tant que salarié. Et juste après, je vais vous les donner, mais pas forcément en tant que salarié. Je fais exprès de faire un distinguo, puisque c'est pas vraiment la même finalité à la fin. Les conseils pour le salarié: identifiez et communiquez vos spécialités. Concrètement, soyez clair sur ce qui vous distingue et sur les valeurs ajoutées que vous apportez à vos clients. Deuxième, partagez votre savoir. Que ce soit à travers les réseaux sociaux, les articles, les présentations dans un club, partagez votre expertise qui permet de renforcer votre crédibilité. Troisième conseil, restez authentique. Votre histoire personnelle et votre parcours sont uniques. Partagez-les pour créer des connexions véritables. Quatrième conseil, continuez à apprendre. Le secteur de la forme du bien-être évolue très rapidement, vous le savez. Restez à jour et partagez vos nouvelles compétences et connaissances. Et cinquième conseil, soyez des ambassadeurs de votre marque. En représentant vos valeurs et la mission, vous renforcez non seulement votre propre marque, mais aussi celle que vous représentez. Typiquement, les salariés Corespa représentent aussi Corespa. Je vais vous donner maintenant les 5 conseils, plus pour un salarié, mais pour un manager de club. Donc, je l'ai pris l'exemple bien sûr de mes managers franchisés à Corespa, mais c'est valable pour tous les managers, tous les entrepreneurs, voire solopreneurs. Le premier conseil, c'est développer et partager votre vision unique. Donc là, on parle un peu plus de stratégie et non pas opérationnelle. Identifiez votre pourquoi, votre why. Qu'est-ce qui vous passionne dans le secteur de la forme, du fitness, du bien-être? Comment souhaitez-vous impacter la vie de vos clients? Définissez clairement votre vision et également votre mission. J'ai déjà fait des podcasts ou des formations spécifiques que là-dessus, mais c'est hyper important. Cela servira en fait les fondations qui vont être solides de votre marque personnelle. Donc si vous n'avez pas ça, c'est très difficile d'aller développer votre marque personnelle. Et communiquez votre passion. Utilisez tous les canaux qui sont possibles avec les réseaux sociaux, blogs, newsletters pour partager cette fameuse vision, ces fameuses valeurs qui vous animent. Et c'est bien sûr votre enthousiasme qui va faire la différence parce que votre enthousiasme va être contagieux et qui va attirer en fait les personnes qui partagent vos mêmes convictions. Donc le premier conseil, c'est développer et partager votre vision unique. Le deuxième, c'est encore une fois mettre en avant votre expertise. Continuez à apprendre. Donc restez à jour des dernières tendances. C'est la même chose que je disais juste avant pour les salariés. Partagez votre savoir. Typiquement, un exemple type qu'on peut faire, c'est d'organiser des ateliers, des webinaires ou des séances de questions-réponses. Montrez que vous êtes non seulement en fait un gestionnaire, mais aussi un leader qui est pédagogique dans votre domaine. Troisième conseil pour les managers de club, créer une expérience client exceptionnelle. J'insiste vraiment sur l'expérience client. Ça veut dire personnaliser l'approche. Mettre en œuvre des stratégies pour personnaliser l'expérience de chacun de vos clients. Votre attention doit être sur les détails. C'est une somme de détails qui permet de viser l'excellence. Ça permet d'avoir une approche qui est personnalisée et qui va permettre, encore une fois, vu que c'est personnalisé, d'augmenter votre marque personnelle, de la mettre en valeur. Et pour ça, n'oubliez pas qu'il faut innover constamment. Soyons toujours à l'avant-garde des innovations en matière de fitness, bien-être, santé, et toujours être une référence dans le secteur. Quatrième conseil, c'est bâtissez et entretenez un réseau solide. On parle toujours réseau, mais connectez-vous avec d'autres professionnels. Ça, c'est important. Le networking, comme on appelle, pour moi, il est essentiel. Établir des relations toujours authentiques avec d'autres managers. Typiquement dans les franchises, Corespa, c'est assez facile parce qu'il y a d'autres personnes qui ont le même type de poste et donc on a cet effet levier qui est en interne dans le réseau, mais également avec d'autres experts du secteur, d'autres marques complémentaires, d'autres personnes de ce style. Donc soyez ouverts et allez voir d'autres personnes. Bâtissez et entretenez des réseaux solides, c'est également collaborer. Donc des collaborations peuvent rendre, en fait, ça peut prendre différentes formes, ça peut être des événements avec quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est hyper intéressant. L'idée, c'est d'élargir la portée et de votre offre. Et naturellement, ça va permettre de le proposer à d'autres personnes et de s'enrichir des personnes avec qui on collabore. Cinquième conseil et dernier, soyez
actif et cohérent sur les réseaux sociaux. Et c'est très souvent ce que je vois. Mais par contre, actif, on l'est plus ou moins avec la quantité. Mais la cohérence est importante. Choisissez les bons canaux, celles où il y a votre cible, pour être pertinent, et planifier votre présence. D'accord, c'est hyper important. Organisez un calendrier de publication régulière et après il suffit de s'y tenir. Si vous avez votre planning éditorial, ce sera plus facile. Voilà un peu les 5 conseils que je voulais vous transmettre pour les managers de club. Et toi, j'allais dire, pour quelle raison désirais-tu être connu? Si tu te poses cette question, ça va te permettre tout de suite de savoir un petit peu comment tu veux être perçu. Et ça va être la source de ta marque personnelle. Donc, on l'a dit, on va voir quelle est la vision unique, le positionnement, quelle est ton expertise, quelle est ton opinion, quelle est ton approche spécifique, donc votre méthode, et quel est votre élément différenciant dans votre personnalité. Donc je m'arrête vraiment sur ces 4-là et je terminerai par ça. Si vous savez répondre à ça, vous savez répondre à votre marque personnelle. De manière générale, pour quelle raison? D'accord? Pour quelle raison on veut être connu ou reconnu? Et après, on applique 4 choses. La vision unique, donc le positionnement, l'expertise, d'où l'importance d'avoir une opinion et de savoir la transmettre, l'approche spécifique, quelle est la méthode pour laquelle vous allez mettre tout ça en place, et quel est l'élément différenciant dans votre personnalité, ce que vous avez par vous-même. On termine là-dessus. La même question, pour moi, c'est quel élément vous avez trouvé dans cette dernière étape qui était le personal branding, qu'est-ce que vous avez découvert d'essentiel et que vous voulez passer à l'action. Voilà un petit peu ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Donc la partie de mieux se connaître, et ça c'est hyper important parce que plus mieux vous connaissez, plus vous pouvez aller vers les autres. Toute la partie également qu'on vient de voir sur la fin, qui était la partie zone de génie, et la dernière partie qui était la partie personal branding. J'espère que vous avez apprécié. Je suis à votre disposition pour en discuter de vive voix. Je vous dis à très vite. Corespa Academy propose 4 services pour vous accompagner. Créer des clubs Corespa en franchise, rejoindre notre réseau de coachs de Corespa, gagner en expérience par le mentoring et monter en compétences par nos formations. Vous désirez devenir unique et rentable? Vous désirez en savoir plus sur nos solutions d'accompagnement? Alors rendez-vous sur mon site internet Corespa Academy et fixons ensemble un premier rendez-vous. Je te laisse choisir la date et l'heure de ton choix sur mon agenda en ligne afin de faire connaissance et d'étudier la solution la plus adaptée à ton projet.